Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons la joie d'accueillir, elle va se présenter seule puisque vous savez que j'aime que les artistes se présentent seuls. Alors qui est-elle? Moi je sais. Est-ce que vous savez qui vous êtes? Oui, je sais qui je suis. Alors qui êtes-vous? Je m'appelle Caroline Loeb et je suis artiste. Artiste. Et artiste ça veut dire quoi? Vous faites quoi en ce moment? Qu'est-ce qu'un artiste fait après le Covid? Bah, Ou pendant? d'abord, artiste, c'est pas un métier en fait. C'est une façon d'être. C'est une façon d'être tout le temps dans la vie. Je pense que quand on est artiste le matin quand on se lève, le soir quand on se couche, la nuit quand on dort même. Et je fais beaucoup de choses. Évidemment, j'ai écrit et chanté des chansons, j'ai écrit quelques livres, j'ai fait de la mise en scène et je suis de nouveau sur scène depuis quelques années. Et là, en ce moment, je suis sur scène avec deux spectacles. Un spectacle qui s'appelle Françoise par Sagan, que j'ai créé en juin 2016, que j'ai joué plus de 400 fois, que j'ai joué dans plein de pays et beaucoup en France évidemment. Et mon nouveau spectacle musical qui s'appelle Chiche, avec des chansons de mon dernier album qui s'appelle Comme Sagan. Voilà, donc c'est deux spectacles qui sont vraiment chacun à un autre bout du spectre. D'un côté, il y a un monologue comme ça très intimiste avec ce texte que j'adore, qui sont les interviews de Sagan. Et de l'autre, c'est plus du musical avec deux musiciens. Je chante, je raconte des moments de ma vie. Enfin, voilà. Et pourquoi Sagan? Alors Sagan, ça a été un coup de foudre. J'ai découvert ses interviews, j'avais acheté plusieurs fois Bonjour Tristesse parce que je suis une grande chineuse, donc chaque fois je tombais sur un exemplaire de la première édition, et puis je l'ai acheté, je m'apercevais que je l'avais déjà, mais j'ai passé beaucoup d'années sans le lire. Et un jour, on m'a offert un livre qui s'appelle Je ne renie rien, c'est les interviews de Françoise Sagan, dont Alex Lutz m'avait déjà parlé parce qu'on avait fait précédemment un spectacle ensemble autour de George Sand. Et dans le spectacle George Sand, à un moment donné, je disais, Sagan, c'était un peu non, George Sand, c'était un peu la Madonna, la Sagan de l'époque. Parce que c'est vrai que j'ai une espèce de passion pour les femmes libres, les femmes qui se réinventent, les femmes qui cassent les codes, qui naviguent comme ça sur l'ambivalence, sur beaucoup autour de la littérature, évidemment. Et quand j'ai lu ce livre d'interview, j'étais absolument saisie par l'intelligence, par l'élégance, la drôlerie et surtout, j'ai envie de dire, la profondeur de la pensée de Sagan qui m'a scotché. Et j'ai eu envie d'en faire un monologue. Et Alex Lutz m'a dit, je te mets en scène. Voilà, et donc il est intervenu, mais et qu'est-ce que Caroline Loeb en fait a de libre? Est-ce que, puisque vous aimez les femmes libres, les femmes différentes, celles qui laissent des traces, eh ben, qu'est-ce que Caroline Loeb, en quoi vous êtes libre, en quoi vous avez envie de l'être? Bah, être libre, c'est quoi être libre? Ouais. Déjà c'est un peu comme l'horizon, c'est un but qu'on n'atteint jamais vraiment, on n'est jamais aussi libre qu'on le voudrait, mais c'est vrai que plus ça va, plus je me sens libre d'une certaine manière, libre de dire ce que j'ai envie de dire, libre de dire ce que je pense, libre de faire ce que j'aime. Et je me produis, je produis mes spectacles, je choisis mes projets, donc je ne suis pas tributaire d'une tierce personne. Une tierce personne, et puis surtout, plus ça va, moins j'ai envie de faire des choses qui ne me passionnent pas complètement. Donc ça, c'est quand même déjà un luxe fou. Et c'est vrai qu'avec un peu avec l'âge, avec le temps qui passe, on se sent moins contraint par le regard des autres, moins piégé par une espèce de place qu'on devrait prendre. Et voilà, donc c'est vrai que plus ça va, pire c'est, plus je me sens libre. Ouais, c'est ça, exactement. C'est un truc auquel on prend goût quand même. Alors on va repartir quasiment à zéro et on va découvrir Caroline Loeb quand elle était petite. Caroline Loeb, eh ben, où est-ce que vous avez grandi? Où est-ce que vous avez appris vos premiers mots? Alors d'abord, je suis née à Neuilly-sur-Seine, c'est-à-dire pas loin, tout près d'ici. J'ai passé les 4 premières années de ma vie à Paris, près du Jardin des Tuileries, et à 4 ans, j'ai pris un avion de la Pan Am avec ma mère et mes petits frères, et on a été retrouver mon père à New York,
mon père qui avait ouvert une galerie de tableaux. Donc j'ai passé vraiment ce qui est le cœur de l'enfance, de 4 à 10 ans, à New York, devant Central Park, et ce qui fait que j'ai vraiment une enfance très, très américaine. Et en plus, c'est dans les années 60, donc c'est l'apogée de l'American Way of Life, c'est des émissions de télé complètement dingues, c'est le Magicien d'Oz tous les Noëls à la télé, c'est Central Park qui était juste en bas de la maison. Donc c'est des souvenirs extraordinaires. J'ai vraiment eu une enfance totalement magique. Est-ce que, alors quand on est enfant, il y a toujours des premières fois, la première fois qu'on marche, la première fois qu'on dit un mot, etc. Alors on va revenir sur les premières fois. Votre premier amour, c'est large, hein, le premier amour, c'est ce qui vous vient à l'esprit quand je vous dis premier amour. Alors, ce qui me vient à l'esprit, c'est la musique. Enfin, je pourrais dire avant les livres, ça c'est le genre de truc que les parents vous racontent. Ma mère me racontait que quand j'étais toute petite, je mangeais les livres et que je suis arrivée à l'école en sachant lire. C'est vrai que voilà, les livres, la littérature, ça a Les été, mots, ouais. les mots, ça a été tout de suite quelque chose de très important. Et puis la musique. J'ai eu des espèces de coups de foudre dingue pour Yvette Guilbert quand j'étais petite. Je me shootais à l'opéra, à Verdi, à Mozart. J'ai appris l'italien dans les livrets. Enfin, voilà, la musique, c'était aussi quelque chose de très, très fort et qui me procurait des émotions d'une violence incroyable. Parce que c'est vrai que l'opéra, ça concentre à peu près tout ce que j'aime. C'est-à-dire que c'est des émotions très fortes, c'est la musique, c'est le théâtre, c'est voilà, des émotions plus, quoi. Donc, voilà, c'est les émotions artistiques ont été tout de suite très, très importantes pour moi. Le premier livre, justement. Le premier livre. Le premier livre, je sais pas, j'avais tellement de livres quand j'étais petite, je sais pas du tout quel était le premier livre, ça je pourrais pas Qui dire. vous viennent à l'esprit comme ça, qui vous vient... Euh, ce qui me vient à l'esprit, c'était des livres américains, il y en avait tellement. Mais j'ai envie de citer, là c'est vraiment quelque chose qui est très 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 typique de la culture américaine, c'était des livres d'un pédiatre qui s'appelait Dr. Seuss, S-E-U-2-S, et c'était des livres complètement dingues, ça s'appelait The Cat in the Hat, que des allitérations, que des jeux de mots, et il y a quelques années je me suis dit, mais en fait ça m'a un peu aiguisé l'amour des jeux avec les mots. C'était comme presque une initiation à Gainsbourg en fait, et à ce goût pour les textes qui sonnent, pour les textes qui ont déjà une musique en eux. Et moi je conseille à vos auditeurs et à ceux qui regardent l'émission d'aller jeter un œil sur Dr. Seuss. C'est tellement drôle, c'est tellement joli, c'est tellement inventif. Donc c'est vrai que l'enfance américaine, dans ces années-là, c'était d'une inventivité, d'une créativité, d'une gaieté extraordinaire. C'était vraiment, vraiment fun. La première musique qui vous vient à l'esprit, qui a été gravée dans la tête, dans la petite tête de Caroline Loeb? Peut-être l'opéra, peut-être Così fan tutte de Mozart, ou Les Noces de Figaro de Mozart, beaucoup, beaucoup de Mozart, beaucoup de Verdi. Et j'ai un souvenir très, très précis d'un éblouissement total quand j'avais la chance que mes parents m'emmènent au Metropolitan Opera de New York. Et là, j'avais complètement flashé sur un aria de Chérubin dans Les Noces de Figaro. Et Chérubin, c'est très particulier parce que c'est le rôle d'un jeune homme chanté par une femme. Donc ça a été aussi la première fois que j'ai été troublée très profondément par l'ambivalence, par est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, est-ce que c'est les deux, voilà. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment suivie toute ma vie. J'ai toujours été très intéressée par des gens comme Marlène Dietrich, Joséphine Baker, voilà, des femmes qui vraiment transgressaient les codes. Et Marlène, on disait d'elle qu'elle n'était jamais si féminine que quand elle était habillée en homme, ou si masculine que quand elle était habillée en femme. C'est Noël Coward qui avait dit ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Et autant George Sand que François Sagan,
c'est des femmes qui étaient toujours sur la Mm. lisière du masculin et du féminin. La première fois où vous êtes dit, je ne suis plus une petite fille. Alors ça, je ne sais pas. Sans doute quand on est rentré en France, donc à 10 ans, parce que ça a été vraiment une coupure très, très nette et très violente. Autant l'enfance américaine, c'était un peu comme dans Le Magicien d'Oz, c'était Emerald City, c'était fantastique, c'était poétique, c'était merveilleux. Et le retour en France a été un peu la douche froide, c'était assez raide. Et là, ça a été une sortie d'enfance un peu brutale, avec des parents qui s'entendaient plus, enfin voilà, des choses qui arrivent à tout le monde. Bien sûr. Mais entre la magie de New York et puis tout à coup Paris, ou ne serait-ce qu'à la télé, c'était beaucoup moins drôle, quoi. En 65, la télé pour les enfants, c'était Belle Nuit les Petits, c'était bon, Saturnal Canal, bon, c'était quand même beaucoup moins créatif et inventif que ce que j'avais connu. Donc là, ça a été une sortie d'enfance pas très amusante, on va dire. La première fois où vous vous êtes dit, je veux faire de la scène, je veux monter sur scène. Alors, la première fois que je suis montée sur scène, c'était pour un spectacle de l'école. Hein, Ça veut dire que vous ne vous étiez pas dit, je vais monter sur scène. Non, je suis montée sur scène et en fait, je n'ai pas le souvenir un jour de m'être dit, je vais être artiste. Pour moi, ça a toujours été une évidence. C'était tellement extraordinaire ce que je vivais en écoutant les chansons, les opéras, en lisant les livres. Enfin, c'était tellement, je sais pas comment dire. Oui, c'était à l'intérieur de vous. Oui, c'était très, très, très fort. Donc, j'ai jamais imaginé que j'allais faire autre chose. Et je me souviens très bien, la première fois que je suis montée sur scène, c'était pour un rôle de fée dans comment c'est cette pièce de Shakespeare merveilleuse, Le songe d'une nuit d'été. Et je faisais un des petits elfes autour de Puck. Et ma mère m'avait cousu une robe rose absolument merveilleuse. J'avais une petite couronne de fleurs. Et voilà, cet enchantement, cet émerveillement d'être sur scène a tout de suite été une évidence. Après c'est du travail, après c'est des années pour trouver sa place dans ce métier. Mais en tout cas, ça n'a pas été une décision, ça s'est imposé à moi tout de suite. On sent beaucoup de joie et de gaieté chez vous, Caroline Loeb. Mais c'est parce que vous ne me connaissez pas bien. Pardon. Bah, en tous les cas, il y a les yeux qui pétillent. Et ça se voit. La première fois que vous avez perdu un être cher, est-ce que vous pourriez nous parler de cette émotion et comment vous avez fait pour surmonter ce chagrin? Alors là, je ne sais même pas s'il y a quelque chose qui me vient en fait. Parce que j'ai perdu des proches ces dernières années. Mais alors j'ai un rapport très particulier à la mort. C'est qu'en fait, moi j'y pense tout le temps. C'est vraiment présent dans tout ce que je fais. Même dans le rapport à la scène, au travail. C'est Alex Lutz qui disait, quand on est sur scène, il faut avoir le sentiment que la scène est toujours un peu penchée, d'être toujours un peu au bord du gouffre. Et moi, j'ai toujours un peu l'impression d'être au bord... Enfin, c'est pas une impression, la sensation même d'être au bord du gouffre dans ma vie de tous les jours. Donc, mon rapport à la mort, c'est... Je sais pas, c'est quand même une sacrée question. Mais c'est quelque chose qui est tellement présent que... Je sais pas comment dire... ça me déstabilise pas, en fait, bizarrement, parce que je vis avec... elle est à côté. Tout le temps, elle est là, oui, elle est là. Et quand vous perdez quelqu'un de proche, c'est pareil, le fait qu'elle soit là et que vous viviez avec, c'est plus facile, c'est un peu ce que vous êtes en train de dire, que c'est plus facile à vivre. J'avoue que c'est vrai que j'ai pas... Là, tout de suite, à brûle-pourpoint, j'ai pas le souvenir d'un deuil qui m'aurait vraiment mise par terre. Peut-être que ça va me venir en prenant l'ascenseur. Et c'est très bien comme ça. Mais
Ouais, non, là, je vois pas. Peut-être que ça me reviendra au cours de l'interview. Tout à coup, je me dirai, ah tiens, Ah ben voilà, et on reviendra sur peut-être. cette question. Tout ça pour vous emmener aussi sur le chemin de la vie. On interviewe beaucoup de seniors pour justement montrer qu'à tout âge, on est vif. Vous, quel est votre rapport justement au temps qui passe, à la vieillesse, au fait de vieillir? Comment vous le vivez? Moi, je trouve ça chiant, hein. Très franchement, je trouve pas ça si marrant que ça. Je suis un peu exaspérée par les injonctions. D'abord, les injonctions au bonheur, je trouve qu'il n'y a rien de pire, parce que c'est plutôt déprimant qu'autre chose, parce qu'on ne peut pas être heureux tout le temps. Puis il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi être En heureux plus, tout le ouais. temps, franchement. Euh, et cette espèce de volontarisme qui consiste à dire ouais, c'est formidable de vieillir, c'est top. Bah non, 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 c'est pas top. Il y a vraiment des jours où c'est pas marrant du tout. On met plus de temps à retrouver un nom propre. Et puis le corps qui, quand même, qui change. Qui se transforme, ouais. C'est pas vraiment méga fun, quoi, comme truc. Et vous trouvez que la société fait en sorte qu'on se sente bien en vieillissant, ou au contraire qu'il y a encore des améliorations à faire? Et en même temps, je pose la question en me disant qu'il y a toujours dans n'importe quoi des améliorations à faire. Mais voilà, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Est-ce que la société a encore un regard un peu dur, ou Moi, s'assouplit? on est, enfin, surtout quand on est une femme, on est tout le temps confronté à cette idée qu'il faut paraître jeune, qu'il faut être plus jeune. Enfin, c'est absolument terrifiant. Ça ne peut créer que du malheur. Et même des jeunes filles, parfois je vois des jeunes filles qui ont à peine 20 ans, qui ont déjà la bouche de canard. C'est affreux, quoi. Toute cette injonction à combler les rides, enfin, tous ces liftings, tout ce collagène et tout, c'est affreux. Et je trouve que ça crée l'effet inverse, c'est-à-dire qu'à force de vouloir paraître jeune, les femmes finissent par être 10 ans de plus. Donc pour moi, le rapport à l'âge, c'est plutôt continuer à être passionné par ce qu'on fait, continuer à lire, aller au cinéma, aller au théâtre, à se nourrir de pensées, d'émotions, et puis continuer à créer. Et puis bon, évidemment, pour moi, j'ai la chance de pouvoir défendre mes spectacles, donc c'est vrai que sur scène, tout à coup, le temps n'existe plus de la même manière. Mais je pense qu'il ne faut pas compter sur la société pour être mieux dans sa peau. Il faut compter sur Sur soi. son cerveau. Le lifting, le meilleur qu'on puisse faire, c'est de se lifter les neurones, parce que le reste, de toute façon, ça se casse la gueule. Et plus on essaye de masquer le fait que ça se casse la gueule, plus c'est un peu triste, en fait. Parce que voilà, on ne peut pas paraître 30 ans toute sa vie, autrement on devient pathétique. Hein. Vous avez parlé de vos parents, Caroline Loeb. Est-ce que vous pourriez nous raconter vos grands-parents? Est-ce que vous avez eu la chance ou la malchance de les connaître? Qui étaient-ils? Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu leur vie et les souvenirs que vous avez avec eux, ou avec l'un d'entre eux? Alors, j'ai très peu de souvenirs avec mes grands-parents, en fait, très très peu, parce que justement, avec cette enfance américaine, j'étais loin de mes grands-parents, de fait. Donc, celle dont je me souviens le mieux, c'est ma grand-mère paternelle, qui était d'origine italienne, qu'on appelait donc nonna. Nonna, c'est grand-mère en italien, et qui était une personne assez particulière, qui venait d'un milieu comme ça, très aisé en Italie, qui me racontait s'était mariée dans des robes en vin, qui était comme ça toujours très très élégante, un peu dépressive, et en même temps c'est quelqu'un qui a une vie assez étonnante, parce que elle a été en pension avec une femme qui s'appelait Lydia Campolonghi, qui est la femme de Francesca Solville, qui est une grande chanteuse communiste. Et donc cette amitié avec cette Lydia Campolonghi, ma grand-mère, c'est une amitié qui a duré absolument toute leur vie. Donc je ne sais pas si c'est 60, 70 ans, enfin c'est une amitié incroyable. Donc ma grand-mère, qui venait de ce milieu très aisé,
grande bourgeoisie italienne, grande fortune italienne, était très amie avec cette femme communiste. Et donc, ma grand-mère a gardé toute sa vie comme ça quelque chose de militant. Et elle était très, très active pour Amnesty International, pour des choses comme ça. Voilà, donc c'est ma grand-mère que c'est cette grand-mère que j'ai finalement le mieux connue. J'avais un grand-père, son mari, qui s'appelait Pierre Loeb, qui était un très très grand marchand de tableaux, qui était une espèce d'icône du monde de l'art de l'entre-deux-guerres, mais que j'ai très peu rencontré. Et du côté de ma mère, je n'ai pas connu mon grand-père maternel, qui était un artiste, un peintre, un écrivain, qui était un personnage assez incroyable d'après ce qu'on m'a dit. Et ma grand-mère maternelle, j'ai très peu de souvenirs avec elle. Voilà, souvenir d'une femme un peu étrange, un peu effrayante. Mais bon, voilà, c'est la nonne là dont je me souviens vraiment, que j'ai vraiment connue. Vous, Caroline Loeb, vous aimeriez laisser quelle empreinte, qu'on se souvienne de vous? Qu'est-ce que vous aimeriez, oui, dont on se souvienne de vous? L'empreinte que vous aimeriez laisser sur Terre. On laisse tous une empreinte. Oui, Voilà. déjà j'en laisse une, je ne sais pas combien de temps ça va durer encore, mais enfin, il y a ce fameux tube, là, c'est la Watt, qui semble quand même assez inoxydable. Complètement, on est bien d'accord. Il semble assez inoxydable. Donc, moi, Bravo. évidemment, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il reste un peu autre chose que ça, parce que ma vie ne se résume pas Bien évidemment. à un 45 tours. C'est pour ça que je pose la question. Mais voilà, non, ce que j'ai envie de défendre comme idée, c'est cette idée de combativité, de Liberté. Oui, de liberté, de créativité, voilà, qu'on se souvienne peut-être un peu de ça. Après, bon, selon les gens se souviennent, ça ne nous appartient plus. Caroline Loeb, est-ce que vous croyez au destin ou au hasard, ou est-ce que vous êtes plutôt cartésienne, et est-ce que vous croyez à l'univers? Est-ce que vous croyez aux choses qu'on nous envoie? Et voir éventuellement, la question elle est un peu longue parce que c'est aussi pour vous laisser aller où vous avez envie d'aller. Si vous croyez peut-être même aux choses un peu, on va dire, surnaturelles, si vous est déjà arrivé des choses qu'on pourrait qualifier d'étranges et que vous pourriez partager, ou si c'est pas à vous qu'il est arrivé quelque chose d'étrange, on vous aurait rapporté une histoire que vous pourriez nous raconter. Bon, des choses étranges, oui, il m'en est arrivé, mais pas dans le domaine du surnaturel. Non, alors vraiment, le surnaturel, c'est pas du tout ma came. Hein. D'accord. Pas du tout, du tout. Vous n'y croyez pas? Ça m'intéresse pas tellement, en fait. Je me suis intéressée à la parapsychologie à un moment donné, parce que ça avait tout un truc. Staline s'est intéressé à ça. Donc voilà, il y a des années, je me souviens, j'avais lu beaucoup de choses là-dessus. Mais bon, non, moi je crois... à la vie? Je crois à la vie, je crois au travail beaucoup. Je crois beaucoup au travail. Je pense que le travail, ça peut prendre plein de formes. C'est le travail sur soi aussi. Je suis assez passionnée même très passionnée de psychanalyse. Donc voilà, c'est plutôt de ce côté-là. Je crois au pouvoir des mots. Je pense que on sous-estime peut-être parfois le pouvoir des mots. Je pense que les mots un mot peut changer une vie en bien ou en mal. Les mots sont actifs sur notre corps, sur notre... voilà, peuvent agir de manière... positive ou négative, d'une manière très profonde, ouais. Mais non, les faits, là, toutes ces conneries, non, c'est pas du tout ma came. Non, bien entendu, les mots ont un sens. Conneries, j'ai entendu. Voilà, toutes ces conneries. Oui, bon, après, il y a des gens oui, à qui ça fait plaisir. Mais non, c'est pas mon truc. Est-ce que, Caroline Loeb, vous êtes marraine d'une association ou, à défaut de ne pas être marraine, s'il y a des causes ou une cause qui vous tient en particulier, et si oui, laquelle? Alors, je ne suis pas marraine d'une cause, voilà, ça ne s'est pas présenté. Cause, voilà. Ça ne s'est pas présenté. Mais il y a des gens qui me bouleversent particulièrement. Et il y a 2 jours, j'étais au cinéma, et juste avant la projection du film que je venais voir, il y avait une bande-annonce pour un film, et vraiment j'étais émue aux larmes.
je ne sais plus comment s'appelle le film, mais c'est des enfants handicapés qu'on emmène dans des, je ne sais même pas comment on appelle ça, des chaises en expédition pour grimper le Kilimandjaro. Et, et ça m'a bouleversée comme chaque fois que je vois les Jeux paralympiques. Les Jeux olympiques, mais alors je m'en tape à un point que c'est difficile à dire, mais les Jeux paralympiques, chaque fois, ça me bouleverse profondément. Parce que c'est des gens qui ont un tel courage, une telle volonté de vivre, une telle curiosité. C'est vraiment quelque chose que je trouve extraordinaire. Ouais, c'est vrai que les gens qui surmontent comme ça leur handicap et qui gardent la curiosité, euh, la passion de la vie, l'envie d'y vivre, c'est vraiment quelque chose qui me touche très fort. Oui, et puis vous renvoyez bien l'émotion que vous avez vue parce que votre visage change aussi. Est-ce que vous accepteriez, avant de dire un dernier mot à nos auditeurs, nos téléspectateurs, chanter un petit morceau peut-être du nouvel album, voilà, des chansons qu'on peut découvrir et qu'on pourra découvrir sur scène. Est-ce que vous pouvez le faire un peu a cappella comme ça ou c'est compliqué pour vous? Non, je peux. Alors, merci. Il y a une chanson, alors c'est pas moi qui l'ai écrite, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Pascal Marie, que j'engage tout le monde à aller regarder. Oh, c'est ce que je ferai juste après. Écoutez, parce que c'est vraiment un auteur-compositeur absolument merveilleux, très profond, très subtil. Il a un goût des mots que j'adore. Et je lui ai demandé de m'écrire une chanson pour mon album autour d'une phrase de Françoise Sagan que je dis dans le spectacle Françoise par Sagan. C'est si on est, les gens bafouillent, si on est tant soit peu sensible, on est écorché partout et tout le temps. Donc je lui ai donné cette phrase, je lui ai dit j'aimerais bien que tu m'écrives une chanson. Et il m'a écrit un espèce de petit bijou qui s'appelle À Toulon s'écorche. Alors je vais juste chantonner les premières phrases. À Toulon s'écorche, au lointain et au proche, aux lumières de la ville, aux ombres sous les porches, aux passions, aux idylles, ou aux amours fantoches. C'est tout qui m'égratine, c'est à tout qu'il s'accroche. Bon, après, il y a d'autres couplets. Bravo et merci beaucoup. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ceux qui nous regardent, à ceux qui nous écoutent, à la fois sur votre spectacle et aussi, bien sûr, sur la vie et sur les belles choses de la vie? Évidemment, les deux spectacles que je joue me tiennent beaucoup à cœur. C'est des spectacles où il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. Justement, ce côté écorché, ce côté très, très, je sais pas, très sincère, je crois. Pour moi, c'est un luxe assez extraordinaire de pouvoir partager, autant avec l'un qu'avec l'autre, même si c'est d'une manière très très différente, 1h10 ou 1h15 d'intelligence, parce que les mots de Sagan sont d'une intelligence incroyable, et je sais pas comment dire, d'empathie, je sais pas, j'aime pas les gens qui parlent de partage, je trouve toujours ça un peu ringard, un peu idiot, mais en même temps c'est vrai que c'est ça, c'est quand même le moment où on est sur scène avec le public en face de soi, et c'est pour ça que moi j'aime aussi beaucoup au théâtre et que j'adore ça. C'est quand même assez extraordinaire, soit son corps de femme, d'actrice, de chanteuse, avec le corps du public, et il y a quelque chose qui se passe vraiment de physique et qui est de l'ordre du rapport amoureux ou amical quand c'est quelque chose de très fort. Et c'est des moments, c'est ça que j'aime aussi dans le théâtre, c'est que c'est totalement éphémère, pas une représentation qui ressemble à une autre, mais c'est des moments uniques, hein, comme on peut vivre une nuit d'amour unique ou une conversation unique avec quelqu'un qu'on aime ou qui vous intéresse. Donc voilà, moi c'est vraiment c'est au théâtre que j'ai le sentiment
que tout ça vaut le coup et que j'ai vraiment la sensation de vivre des choses, pour moi, très importantes et rares. Et que ça soit pour l'un ou l'autre spectacle, souvent les gens sortent j'entends qu'ils rient, mais souvent ils me disent qu'ils ont pleuré. Et ça, ça me touche beaucoup. Et c'est vrai que pleurer, c'est pas pleurer de tristesse, c'est pleurer de quelque chose qui tout à coup, qui vous percute d'une manière profonde. Je vais juste donner un exemple. J'ai vu il y a quelques années un spectacle d'Ariane Mouchkine qui s'appelait Les Éphémères. Oui. C'était 2 fois 3 heures. Et au bout de quelques minutes, je me suis mise à sangloter. Et il n'y avait pas eu un mot de dit, mais c'était tellement profond et tellement juste. Et c'est vrai que je pleurais parce que c'était d'une humanité incroyable, d'une justesse incroyable. Et voilà, c'est ça que j'aime partager avec les gens. Je sais pas, c'est des espèces de moments de vérité, quoi. Avec des chansons ou avec des textes. Et c'est pour ça que c'est des moments uniques. Merci beaucoup Caroline Loeb, je vous écoute, je bois vos mots, on parle de mots et je resterai, vous semblez tellement riche intérieurement et on apprend tellement en vous écoutant et j'espère que vous entendez la sincérité, parce que je vous découvre et redécouvre et merci beaucoup pour ce moment. Voilà, passé ensemble et j'espère à très bientôt et on va aller courir vous voir. Voilà, merci beaucoup Caroline Loeb. Merci à vous.